Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne PKLN. Ici on va parler crypto-monnaie, comment investir dans les cryptos, sur quelle plateforme, comment et où placer son argent pour avoir des rendements importants grâce à la finance décentralisée. Donc on parle de rendement de quelques pourcents jusqu'à plusieurs, plus de 100% par an, ça ça existe. Mais ça comprend bien sûr quelques risques et on va voir comment limiter ces risques et vous verrez que dans ce monde il y a de belles opportunités à saisir. Avant de commencer, abonne-toi et active la cloche si tu veux pas rater les prochaines vidéos. Il y aura aussi des cryptos à gagner sur ma chaîne pour ceux qui mettront un petit pouce bleu et un petit commentaire pour m'aider à être mieux référencé. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Oui, par contre, calme-toi, hein. Pour l'instant j'ai 2 abonnés dont ma mère. Donc on va attendre un petit peu pour les récompenses. Et dans la description de chacune de mes vidéos, il y aura des liens d'affiliation pour toutes les plateformes que j'utilise. Si tu t'inscris sur une plateforme, utilise ces liens ou les liens d'affiliation d'un pote, n'importe qui, peu importe, mais il faut absolument que tu en utilises un. Ça va donner des avantages à ton parrain, donc à moi si tu prends mes codes, bien sûr, mais aussi à toi. Et ces avantages, tu les auras à vie. Par exemple, sur Binance, ça te fait 10% de réduction avec mon code, parce que c'est aussi le parrain qui choisit la réduction que tu vas obtenir, c'est-à-dire c'est soit 15% pour lui, 5% pour toi, soit 10% pour lui, 10% pour toi, soit 20% pour lui, 0% pour toi. Voilà, il y a ces 3 possibilités, donc renseigne-toi quand même avant de prendre un code, histoire que tu aies aussi un avantage à l'utiliser. Donc pour les miens, j'ai mis l'avantage maximum aux abonnés. Donc voilà, ça te fait 10% de réduction sur tous les frais de trading, même si les frais sont dérisoires, c'est quelques centimes, mais ça te fait toujours 10% de moins à chaque trade que tu fais. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu convertis une crypto, que tu en achètes une, que tu la revends, il y a des frais. Et les mouvements en crypto, on en fait beaucoup. Donc ça vaut le coup sur le long terme. Et sur Celsius, par exemple, si tu places 400$ et que tu les gardes plus d'un mois, tu gagnes 50$ en Bitcoin, et moi aussi. Bref, peu importe que tu prennes mon code, encore une fois, ou celui d'un autre, mais trouve-en un avant de t'inscrire, ça vaut le coup. Donc si tu es ici, c'est probablement que tu débutes en crypto, alors on va commencer par faire un tour rapide sur le vocabulaire que tu dois connaître. Tu as dû entendre des termes barbares que tu comprends à peu près, ou pas du tout, comme par exemple bull market, bear market, DCA, FUD, FOMO, NFT, ICO, IDO, stop loss, order limit, contrat à terme, marché spot, bref, c'est le bordel. Laisse-moi t'éclairer. Les premiers termes à connaître, c'est les tendances haussières et tendances baissières. Il faut absolument savoir les repérer, parce que si tu ne comprends pas bien comment ça marche, tu peux perdre de l'argent même quand le marché est en hausse. La définition est très simple. Une tendance haussière, c'est des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Le marché il bouge comme ça. Ça monte pas en ligne droite ou ça descend pas en ligne droite, heureusement. On va partir sur les impulsions haussières pour commencer. On a une impulsion, une correction. Une impulsion, une correction. Et pareil dans l'autre sens. On peut avoir une impulsion baissière, une correction, une impulsion, une correction, etc. Tant que les impulsions vont de plus en plus haut et que les corrections ne sont pas plus grandes que les impulsions, on est en marché haussier. Okay, pareil dans le sens inverse, tant que les impulsions vers le bas vont de plus en plus bas et que les corrections ne dépassent pas les impulsions, on est en marché baissier. Par contre, si on a une impulsion vers le haut et une impulsion vers le bas qui est plus grande que l'impulsion qui était vers le haut, c'est qu'on a un retournement de marché et on va sans doute entamer une tendance baissière. Alors ensuite le fractal. La notion de fractal est hyper importante. Le fractal en fait c'est une vision du marché dans différentes unités de temps. Chaque unité de temps a sa propre structure, ses propres mouvements. Pour bien comprendre, on va prendre un exemple tout simplement sur Bitcoin. On peut observer ici en journalier une tendance haussière. Voilà, là on a clairement des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Par contre, si je change d'unité de temps, que je passe par exemple en 1 heure, on peut observer des tendances baissières par moment. Donc dans ces tendances baissières, il peut y avoir des tendances haussières aussi dans une échelle de temps plus petite, etc. en fait. Le fractal, c'est ça. Donc c'est très important à comprendre parce que si vous achetez une crypto parce qu'elle est en tendance haussière, si vous êtes dans une unité de temps en journalier, vous pouvez très bien acheter en vous disant ça va monter, sauf que ça monte pas tout de suite. Ça peut baisser de 10, 15, même 20% des fois. Ça peut baisser de beaucoup alors que vous êtes toujours dans une tendance haussière. Il faudra juste attendre plusieurs jours, peut-être même une paire de semaines, avant que le prix monte et que vous soyez en positif. Donc ça c'est le fractal.
Ensuite, vous avez bull market, donc ce qu'on entend par là, un marché haussier. Le terme parle de lui-même, hein. Bull, taureau, il attaque ses proies en partant du bas vers le haut. Donc voilà, c'est quand le marché monte. Mais en fait, on l'utilise surtout pour parler d'une tendance qui dure assez longtemps. On va pas employer le terme bull market si on a une tendance haussière que de quelques semaines et que ça s'inverse après, hein. Donc ensuite, on a le bear market qui est le contraire, hein. Le marché de l'ours, donc qui attaque ses proies du haut vers le bas. C'est une tendance baissière qui dure assez longtemps. Ça peut même durer des années. Alors le DCA, c'est le Dollar Cost Averaging. C'est une stratégie d'investissement en fait qui consiste à fractionner son achat pour obtenir un prix moyen. Un exemple sera plus parlant. Mettons vous avez 1000 $ à mettre sur le Bitcoin. Plutôt que d'acheter le Bitcoin aujourd'hui, là, mettre vos 1000 $ dans le Bitcoin sans savoir s'il va monter ou descendre, vous allez mettre 100 $, puis vous allez remettre 100 $ le mois d'après par exemple, si vous établissez un plan donc mensuel. Ça peut être hebdomadaire aussi, hein. Donc, mettons, vous mettez 100 $ aujourd'hui, 100 $ dans un mois, 100 $ dans 2 mois, etc. pendant 10 mois. Et donc, vous aurez placé vos 1000 $ en obtenant un prix moyen sur le Bitcoin dans l'année. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, vous allez en acheter un tout petit peu. Si le mois prochain, le prix a baissé, pour le même prix, vous en aurez un petit peu plus. Par contre, s'il a monté, vous en aurez un peu moins. Mais dans l'ensemble, vous aurez probablement, enfin très probablement même, un meilleur prix. Parce que, comme je vous disais, ça ne monte pas en ligne droite. C'est sûr que s'il fait que monter, bon, c'est que vous avez vraiment pas de bol, quoi, et que vous auriez mieux fait de mettre les 1000 $ au départ. Mais le plus important dans l'investissement, c'est de prendre une stratégie, de s'y tenir, même si le prix va pas dans le sens que vous avez prévu. Donc il faut absolument s'y tenir parce que dans 99% des cas, vous y serez gagnant. Alors que si vous comptez sur la chance pour acheter vos 1000 $ de Bitcoin au bon moment, vous serez plus souvent perdant que gagnant en fait. Donc c'est une excellente stratégie, hein, ça fonctionne. Voilà, si vous êtes un peu plus investi par contre et que vous surveillez les cours, par exemple tous les jours vous regardez la courbe du Bitcoin si le prix a monté ou baissé, vous pouvez choisir d'acheter à chaque fois que vous observez une baisse assez importante, ce qui arrive très régulièrement dans le milieu de la crypto. Donc ensuite FUD et FOMO. Donc FUD, c'est le Fear, Uncertainty and Doubt. En français ça fait peur, incertitude et doute. Donc quand les prix baissent, en général, on commence à douter, hein. Vous avez du Bitcoin, le Bitcoin passe comme il l'a fait au mois de mai, de 65 000 à 40 000, puis quelques jours après à 28, 30 000. Bon, vous commencez à avoir des doutes, hein. Ça y est, en plus, c'est toujours à ce moment-là que vous avez tous les médias qui vous disent ça y est, le Bitcoin c'est la fin, il va tomber à zéro. Et donc on a envie de vendre. À ce moment-là, on a clairement envie de vendre. Et en général, c'est pile l'inverse qu'il faut faire, bien sûr. C'est là qu'il vaut mieux acheter, parce que le prix est beaucoup plus bas. Pour la même somme, vous en aurez 2 fois plus si le prix a chuté de 50%. Donc quand ça va remonter très très vite, vous passerez en positif, parce que votre prix moyen, vous le faites baisser drastiquement. Si vous avez acheté du Bitcoin à 60 000, mettons vous avez mis 100 balles de Bitcoin à 60 000, vous remettez 100 balles de Bitcoin à 30 000, c'est comme si vous l'avez payé 45 000. Donc dès qu'il atteint les 45 000, en fait, dès qu'il remonte à ce prix-là, vous êtes en positif. Voilà, il faut toujours observer la structure globale du Bitcoin. Depuis le début, il est haussier. Donc a priori, en faisant comme ça, vous avez plus de chances de gagner que de perdre. Voilà, ensuite vous avez le FOMO, c'est le Fear of Missing Out. C'est la peur de rater le train en fait. Quand les prix explosent, c'est là qu'on a envie d'acheter parce qu'on veut être dedans. On se dit merde, j'ai raté l'opportunité, ça continue de monter, j'achète, ça va continuer de monter, je vais gagner de l'argent. Sauf qu'en général, c'est là qu'il faut pas acheter parce que il y aura toujours un moment où ça va se retourner, où ça va corriger pendant des semaines, peut-être même des mois, comme ça l'a fait au mois de mai. C'est-à-dire je connais, même dans mon entourage, des gens qui ont acheté parce que le Bitcoin était à 60 000 qui s'arrêtait pas de monter, et puis 2 semaines après, il est tombé à 30 000, voilà, ils avaient envie de pleurer. Donc voilà, c'est vraiment le sentiment le plus difficile à gérer dans la crypto, mais vous inquiétez pas, suivez la chaîne, je vous expliquerai comment vous y préparer et surtout comment faire pour bien gérer ça parce que je suis passé par là plusieurs fois. Donc voilà, je vous expliquerai un petit peu les erreurs à ne pas commettre. Vous avez aussi les NFT, vous avez dû en entendre parler. Le NFT, c'est l'abréviation du terme anglais Non-Fungible Token. Donc en fait un token ou entendez un jeton qui est un actif numérique émis par une blockchain et non fongible, c'est-à-dire unique. Par exemple, le Bitcoin
est un token fongible. C'est un jeton, un actif, une monnaie. Vous achetez un Bitcoin, si on vous l'échange contre un autre Bitcoin, il a exactement la même valeur, c'est un Bitcoin, c'est la même chose. Par contre, un NFT, qui sont créés sur une plateforme de contrats intelligents comme Ethereum ou autre, il y en a de plus en plus maintenant. Donc les NFT sont bien différents des crypto-monnaies, bien sûr, puisque non fongible, ça signifie que chaque unité, chaque jeton, donc chaque token, est unique. Il ne peut pas être reproduit. C'est une garantie que voilà, quand vous avez un NFT, vous êtes le propriétaire, vous avez la garantie que vous possédez l'original. Au contraire du Bitcoin, voilà, comme je vous expliquais, chaque Bitcoin est identique à l'autre. Donc on y viendra plus précisément dans une vidéo dédiée au NFT. Alors bien sûr, il y a la blockchain. Tout le monde en parle, on sait tous à peu près ce que c'est, mais avant de regarder la définition, moi de mon côté, j'avais une vision assez floue du terme. La blockchain, c'est une technologie de stockage et de transmission d'informations. C'est tout. C'est une base de données en fait qui contient l'historique de tous les échanges effectués entre ses utilisateurs depuis sa création. En gros, ça fonctionne comme ça. Donc on a une transaction qui est envoyée à un réseau ou à un nœud de stockage, on appelle ça aussi. Donc un réseau d'ordinateurs qui sont situés dans le monde entier. Chaque nœud, il héberge une copie de la base de données dans laquelle est inscrit l'historique des transactions effectuées. Donc chaque nœud héberge une copie de la base de données. Ça veut dire quoi? C'est que chaque ordinateur dans le monde qui a validé les transactions possède une copie. Donc ça rend le système extrêmement sécurisé. Donc il repose sur un mécanisme de consensus donc de tous les nœuds à chaque ajout d'informations. C'est-à-dire que les données sont déchiffrées et authentifiées par des centres de données, ou ce qu'on appelle aussi les mineurs, et donc la transaction est validée et ajoutée dans la base sous forme d'un bloc de données chiffrées. C'est un peu complexe, mais imaginez une page texte, en fait, c'est un bloc. Vous rentrez une donnée, enfin une transaction en fait, mettons, tel portefeuille a envoyé 0,5 bitcoin à tel portefeuille, tel jour à telle heure, voilà, c'est certifié, c'est signé numériquement, et c'est validé par une multitude d'ordinateurs situés dans le monde entier. Et une fois que le bloc est terminé, que votre page est inscrite, on passe à un autre bloc, comme si on ouvrait un deuxième fichier, une deuxième page, qui est connectée à la première. Donc voilà, ce qui rend en fait la falsification impossible, parce que pour hacker ça, il faudrait pouvoir hacker tous les mêmes ordinateurs qui ont validé la transaction en même temps, ce qui est impossible. C'est vraiment fait de manière lambda, aléatoire. Voilà. Et donc ce sont les mineurs qui valident ces transactions. Les mineurs, en gros, quand vous minez du Bitcoin, vous faites rien d'autre que mettre à disposition la puissance de votre ordinateur pour valider ces transactions-là en fait. C'est comme si vous validiez les transactions. C'est rien de plus. Miner du Bitcoin, c'est ça. Voilà, et c'est ça qu'on appelle la décentralisation, c'est le fait qu'il n'y ait pas un organisme qui gère ces trucs-là, c'est en fait des ordinateurs lambda dans le monde entier. Donc c'est ça qui empêche vraiment la falsification des transactions. Chaque nouveau bloc ajouté à la blockchain est lié au précédent et une copie est transmise à tous les nœuds du réseau. L'intégration est chronologique, indélébile et infalsifiable. Donc. Voilà, n'hésitez pas à compléter dans les commentaires si j'oublie de dire quelque chose ou si je me suis mal exprimé sur autre chose. Donc ensuite ICO, IDO et IEO. Donc c'est plus ou moins la même chose à chaque fois, hein. C'est une levée de fonds en fait, tout simplement. Donc ICO ça veut dire Initial Coin Offering, IDO c'est Initial Dex Offering, IEO je sais plus, Initial Exchange Offering, c'est les offres... c'est les levées de fonds en fait qui sont faites sur les plateformes d'échange, comme sur Binance, ils font souvent des IEO. Donc voilà, l'IDO par exemple, c'est Initial Dex Offering, et ça aboutit sur la mise sur le marché d'un jeton sur une plateforme d'échange décentralisée comme Uniswap ou PancakeSwap. Ça permet d'avoir en fait les cryptos avant que tout le monde y ait accès. En gros, c'est la poule aux œufs d'or, hein, parce que quand ça sort, le prix grimpe en flèche en général. Ben, il faut quand même faire attention parce que si on ne sait pas comment gérer ça, et à quel moment vendre et de quelle manière, eh ben, c'est pas dit qu'on gagne de l'argent. Hein. Donc il faut quand même savoir comment ça se passe dans les faits réels, dans la vraie vie, quoi. Parce que je vois beaucoup de youtubeurs qui parlent de ça. L'ICO, voilà, il y a tel ICO qui va sortir, on fait comme ça pour s'inscrire et tout. Mais une fois que c'est fait, ça se passe pas toujours exactement comme on voudrait. Et quand on a le jeton, de savoir à quel moment on va pouvoir l'avoir dans son portefeuille, à quel moment on va pouvoir le vendre,
Et comment? Et si on rate le coche, ben en fait, les montées qui font x100, x200, on les rate, hein, c'est clair et net. C'est très facile à rater, donc on verra ça là aussi dans une autre vidéo où je vous montrerai comment ça se passe exactement. Ensuite, vous avez le marché spot, marché futur. Qu'est-ce que c'est? Le marché spot, c'est le marché normal en fait. C'est là où on va acheter des crypto-monnaies et on va les posséder dans son portefeuille, dans son wallet. Wallet, c'est le portefeuille. Donc on pourra les revendre ou les garder pendant 1 an, 2 ans, les sécuriser sur une clé physique, comme les ledgers par exemple. C'est une clé qui est sécurisée, sur laquelle on va pouvoir stocker ces bitcoins, et ils ne seront que dans cette clé. Ils ne seront pas présents sur une plateforme. Et on pourra les ressortir et les mettre dans un portefeuille pour les vendre par exemple, ou sur une plateforme, quand on le veut. Donc on possède vraiment physiquement ces crypto-monnaies-là qu'on va acheter. Par contre, vous avez le marché des futurs, qu'on appelle aussi le contrat à terme. Ça permet de miser sur un prix futur de la crypto. Mais on ne possède pas la crypto sur laquelle on mise. Donc par exemple, je place 100 $ sur un marché futur en pariant sur la hausse du Bitcoin. Si son prix double, je pourrais mettre fin à ma position et j'aurai 200 $. À aucun moment, je possède de Bitcoin. Ok? Je mise des dollars et je vais récupérer des dollars à un moment donné. Plus ou moins selon si le prix a monté ou s'il a baissé. Donc par contre, si son prix est divisé par 2 et que je choisis de mettre fin à la position, ben, j'aurai plus que 50 $ du coup. Hein. L'avantage des futurs, c'est qu'on peut aussi parier à la baisse. Donc ça, c'est cool. Si, mettons, on sait analyser une structure, hein, il ne faut pas faire ça au pif, hein, parce que sinon vous allez plus souvent perdre que gagner. Donc mais par exemple, on mise 100 $ sur la baisse du Bitcoin. Si son prix est divisé par 2, ben, je vais gagner le double, donc j'aurai 200 $. Par contre, si le prix monte, ben, je perds de l'argent. Donc on expliquera ça beaucoup mieux comment ça marche en détail. Hein. Je vous montrerai comment ça fonctionne et comment faire dans une vidéo qui sera dédiée à ça. Après, vous avez les effets de levier. Alors l'effet de levier, c'est un multiplicateur. Il nous permet de miser plus d'argent que ce qu'on a en fait. En général, on l'utilise sur les futurs. Ça existe aussi dans le marché spot, hein, mais voilà, en général, c'est un futur qu'on l'utilise. C'est beaucoup plus simple en plus. Donc par exemple, je mise 100 $ sur la hausse du Bitcoin avec un levier x10. Notre position, elle sera donc de 1000 $. Vous allez dire comment on fait puisqu'on n'a que 100 $. Hein. Donc on a toujours que 100 $. Hein. Par contre, on a emprunté 900 $ à la plateforme. Ce qui nous permet donc de miser avec 1000 $ mais qui ne sont pas les nôtres. Donc ça a un avantage. C'est que si le prix monte, s'il double, donc les 1000 $ que j'ai misés, même s'ils ne sont pas à moi, ils deviennent 2000 $. Là, je mets fin à ma position, donc les 900 $ vont être automatiquement remboursés, ceux qui ont été empruntés. Moi, je garde mes 100 $ plus les 1000 qui ont été gagnés parce que j'ai fait un x2, quoi, en gros. Ok, donc c'est super, on gagne 10 fois plus en fait. Hein. Par contre, si le prix baisse, eh ben, je ne pourrais pas perdre plus de 100 $. C'est là que le principe de levier est très risqué. Parce que si le prix baisse de seulement 10%, ben 10% des 1000 $ donc, qui sont en jeu là, ça fait 100 $. Donc en fait, si ça baisse de 10%, moi j'aurais pas de quoi les rembourser plus que 100 $. Donc la plateforme va fermer automatiquement ma position pour rembourser les 900 $ empruntés, plus mes 100 $, donc qui correspondent aux 10% de baisse. Et en gros, il me reste 0. J'ai tout perdu. Voilà comment ça marche, les effets de levier, et voilà pourquoi il faut s'en méfier. En fait, c'est vraiment dédié aux traders qui savent lire une structure et anticiper les mouvements. Hein. Sinon, dans 98% des cas, vous allez perdre. Hein. Donc vous avez ensuite les stop-loss. Les stop-loss, c'est un ordre qui va clôturer automatiquement votre position pour contrôler les pertes. Donc un exemple, c'est toujours plus parlant. Hein. Mettons, j'achète 1000 $ de Solana au prix de 100 $. 100 $ l'unité, hein, parce que je pense qu'il va monter. Donc j'en ai 10. S'il descend trop, je veux pas perdre tout mon argent, j'ai pas envie de prendre trop de risques. Et voilà, moi je veux perdre seulement 10% de ma mise. Allez, je suis prêt à perdre 100 balles. Du coup, le stop loss va me permettre de dire à la plateforme que si son prix descend à 90 $ l'unité, d'accord, ce qui fait que mes 10 unités de Solana, j'en ai 10, ça deviendra 900 $. Eh ben, je vends mes Solana. Comme ça, s'il continue à descendre, ben, j'ai récupéré 900 $ sur mes 1000 $, j'ai perdu que 100 balles. Donc c'est un outil très important, ça peut vous permettre notamment de dormir sur vos deux oreilles la nuit, d'accord, sans craindre une chute vertigineuse de 50% sur l'actif comme on l'a connu au mois de mai par exemple. Le Bitcoin il avait perdu 40% je crois dans la nuit, quoi. Donc le réveil, pour ceux qui n'ont pas mis de stop loss, il a été difficile je pense. Le stop loss, il peut se transformer aussi en ce qu'on appelle un break-even. Un break-even, c'est quoi? C'est quand on met un stop loss en étant en positif. Par exemple, j'ai acheté
$1000 de Solana à 100$, j'ai 10 Solana donc. Et le prix a monté à 150$. Mes $1000 sont devenus 1500$. Ben, je peux dire à la plateforme de mettre un stop loss, non pas à 100$ au prix que je l'ai payé, mais à 120$. C'est-à-dire que si le prix redescend en dessous de 120$, ben à 120$, la plateforme aura vendu mes Solana et j'aurai récupéré 1200$. Donc ça s'appelle un break-even, mais c'est la même chose qu'un stop loss en fait. C'est juste qu'on ne peut pas le placer immédiatement, parce que si vous achetez le Solana à 100$, vous ne pouvez pas mettre un stop loss à 110$. Donc, ordre marché et ordre limite. L'ordre marché, ça permet d'acheter ou de vendre une crypto au prix du marché. L'ordre sera effectué immédiatement. Si vous lancez un ordre marché, mettons de 50$ sur le Solana, dès que vous avez cliqué, vous achetez tout de suite 50$ de Solana au prix auquel il est affiché au marché. Donc l'ordre limite, lui, permet, un peu comme le stop loss, hein, mais dans les deux sens, de faire une action à un prix donné. Par exemple, on peut définir un achat ou une vente, donc si la crypto atteint un certain prix. Mettons, je veux acheter du Bitcoin, mais je pense qu'il va descendre dans la nuit. Parce que la structure m'annonce plutôt une chute. Donc plutôt que de l'acheter tout de suite, je vais aller me coucher, hein, et puis je vais mettre un ordre limite. Et je mets un ordre, mettons, si le Bitcoin est à 50 000, voilà, d'après la structure, je pense qu'il peut descendre à 48 000, je vais mettre un ordre d'achat à 48 000. Si ça se passe dans la nuit, quoi, que le Bitcoin descend à 48 000, à 48 000, je vais acheter automatiquement le Bitcoin. Donc voilà, j'ai sans doute oublié des termes que vous allez entendre, que vous ne connaissez pas encore. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, hein. J'y répondrai avec grand plaisir. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris pas mal de choses. Donc après, pour tout ce qui est trading, effet de levier, stop loss, ordre limite, etc. Enfin en gros, tout ce qu'on a vu même dans la vidéo là, on va le voir en détail. Il y aura une vidéo vraiment pour chaque élément, où on va voir en détail comment ça se passe, comment faire, comment gérer sur les plateformes, etc. On verra comment ça marche en pratique. Donc voilà, restez connectés pour pas rater la suite. Vous aurez des informations bien importantes à prendre, surtout si vous débutez. Et je compte sur vous. Allez, salut!